1971, avec le temps, de Léo Ferré. Tu verras, Alfred, le jour de tes 18 ans, tes parents te laisseront faire ce que tu veux, comme les miens, m'a dit Alfred un jour où je me lamentais de mon manque de liberté. Alfred, c'était mon pote Bruno, et c'était moi aussi. C'est le surnom que nous avions pris, les deux Alfred, en hommage à Musset et Vigny, mais aussi parce que dans la classe d'Hippocagne du lycée Voltaire, promotion 70-71, nous étions les deux gamins, les deux plaisantins, les deux Alfred, quoi. Il avait 1 an de plus que moi et prenait plaisir à me rassurer quand je lui exprimais mon désespoir d'être si étroitement surveillé par mes parents. Cette année d'Hippocagne, c'est peut-être la plus belle de ma vie. Ou peut-être pas. Il a dû y en avoir d'autres. J'ai adoré le travail que je faisais. J'ai découvert des livres dont je ne soupçonnais pas l'existence. Les Chants de Maldoror, Les nourritures terrestres, Ainsi parlait Zarathustra. On m'y parlait comme à une personne dotée d'un cerveau. On ne me demandait pas seulement d'apprendre, mais de réfléchir. J'ai commencé à me dire que j'étais peut-être intelligent, que des gens autres que mes parents pouvaient s'intéresser à moi. Il y avait lors de certains cours des moments de pure grâce, comme la fois où notre professeur de littérature, M. Beaujour, dont je revois le visage et la silhouette, nous a servi cette formule que je ressors bien volontiers. Dans un roman, quand vous voyez écrit F, point de suspension, vous lisez F et vous passez outre. Je prenais quotidiennement le 105, autobus de banlieue qui me menait de chez moi à la porte des Lilas, d'où je rejoignais en métro par la ligne 3, dont cette portion deviendra en cours d'année 3 bis, le lycée Voltaire. Dans ce bus, j'ai découvert Ulysse, de James Joyce. Ce fut chaque matin et chaque soir, pendant une dizaine de jours, un ébahissement ininterrompu. Quoi ? La littérature, c'est cela aussi ? Dans l'odeur si particulière des autobus à plateforme, j'annote frénétiquement mon volume. Un livre de poche que j'ai toujours en ma possession, à la couverture vert tendre et rose. Joyce m'ouvre les portes de tous les possibles. C'est grâce à lui que je pourrais aimer aussi Céline, Pérec et son roman amputé de la lettre E, le nouveau roman, García Márquez et son patriarche s'exprimant en phrases de plus de 100 pages, sans poids. C'est l'année où j'ai découvert Paris. Les pique-niques au cimetière du Père-Lachaise, le centre culturel américain de la rue du Dragon, où je mangeais des sandwichs au thon en écoutant au casque Frank Zappa, les séances de cinéma au quartier latin quand nous n'avions pas envie d'aller au cours, Pigalle et la rue des Martyrs où avait toujours habité Pierre, chez qui nous faisions des booms quand nous n'avions pas envie d'aller au cours, la librairie Actualité de la rue Dauphine où nous achetions des disques introuvables ailleurs et des fanzines, l'église de la Trinité où en désespoir de cause j'ai supplié Dieu de rendre une fille n'importe laquelle amoureuse de moi, le bois de Vincennes où nous allions faire de longues balades quand nous n'avions pas envie d'aller au cours, les grands boulevards où le cinéma Beverley, spécialisé dans les films porno, fit durant une semaine une entorse à sa vocation pour projeter Gimme Shelter, le documentaire des frères Miles sur le concert d'Altamont, que j'ai vu 14 fois au cours de cette semaine, passant des après-midi entières à enchaîner 3 séances, assis sur les sièges de velours rouge qui étaient habitués à un autre genre de public et à un autre genre de mouvement sur l'écran. Le midi, je mangeais rarement. Je préférais consacrer l'argent que me donnaient mes parents pour acheter des tickets de Resto U à l'acquisition de disques. Le repas coûtait 2 francs, et j'avais donc tous les 15 jours 20 francs à y consacrer, plus 5 francs pour mes cafés. Or, les disques de la série T valaient justement 20 francs, ceux de la série U 23 et ceux de la série B 26. Mais quand j'allais au restaurant universitaire de l'école supérieure de commerce, Subdeco, près de notre lycée, je me rattrapais. Nous reprenions 3-4 fois du riz, des pâtes, et je préfère ne pas parler des jours où il y avait des frites. Et
puisque j'en suis aux agapes. Le premier restaurant rapide de Paris ne fut pas un McDonald's, mais un Wimpy. Il se trouvait au coin de la rue Soufflot et du boulevard Saint-Michel et s'appelait le Wimpy Capoulade, probablement du nom de l'ancienne brasserie qu'il avait remplacée. Il y avait un autre Wimpy, à côté de la gare Saint-Lazare, où je ne suis entré qu'une fois, après un concert des Doors à l'Olympia. C'était l'année suivante, en mai 1972, Jim Morrison était déjà mort. Cette année d'hypocagne, c'est une des plus belles de ma vie avec plein d'autres. Quand je rentrais le soir, avant de me mettre au travail, je tapais 1 heure ou 2 sur ma batterie, dans le grenier, mon grenier. J'y entrais par ma chambre et je l'avais aménagée, décorée. Ma batterie en était évidemment la pièce maîtresse, mais il y avait aussi un jeu d'échecs, quelques bouteilles d'alcool, des tas de posters, un électrophone que je branchais à fond pour accompagner les albums des Rolling Stones, d'Alice Cooper, des Doors. Durant toute cette année, j'ai écouté énormément de musique, de rock notamment. Mon succès de l'année serait donc plutôt Since I've Been Loving You de Led Zeppelin, Locomotive Breath de Jethro Tull, LA Woman des Doors, Black Juju d'Alice Cooper, Move Over de Janis Joplin, Won't Get Fooled Again des Who, ou bien sûr tout l'album Sticky Fingers, puisque mes maîtres en musique restaient, et pour quelques années encore, les Rolling Stones. La chanson de Léo Ferré, je l'ai quand même entendue cette année-là. Près de chez mes parents habitait un autre batteur débutant, le fils d'un charbonnier. Je l'avais entendu en passant dans la rue, j'avais sonné chez lui, nous avions sympathisé. Il écoutait une musique plus sophistiquée que moi. Il aimait Mahler, Charlie Mingus, Léo Ferré. J'ai eu un choc avec l'album Amour Anarchie. Il faut dire que Léo était accompagné sur 2 morceaux de cet album par les musiciens d'un groupe de rock français, Zoo. Quant à Avec le temps, ce n'était pas du rock, cela pouvait éventuellement ressembler à de la chanson populaire ou à du classique. Un ami m'a expliqué que les arpèges de piano sont ceux de la sonate Clair de Lune de Beethoven à l'envers, mais c'était avant tout du Léo Ferré. J'ai tout de suite aimé ce morceau. J'ai été touché par le texte, évidemment, mais il faudra que j'y revienne à la fin de ce chapitre. Car 1971, c'est aussi l'année de Blanca. Je l'ai connu à Valladolid, en Espagne, où j'étais allé suivre les cours de l'université d'été. Pourquoi Valladolid ? Parce que c'est la capitale de la vieille Castille, que c'est là qu'on parle le meilleur espagnol, avec surtout le meilleur accent. Alfred avait raison. J'avais désormais 18 ans et je pouvais faire un nombre incalculable de choses qui m'étaient encore interdites quelques mois plus tôt. Rentrer à la maison au petit matin, boire de l'alcool, partir seul en séjour à l'étranger. Je parlerai des heures, j'écrirai d'interminables pages sur cette Espagne d'avant la mort de Franco. Je m'y sentais terriblement bien. Oui, je sais. Les violences policières, le garrot, la presse muselée, la garde civile dans les rues. Je m'y suis moi-même fait rappeler plusieurs fois à l'ordre et à la décence, parce que j'embrassais une fille sur la bouche. On m'y a fait des croche-pieds parce que j'avais les cheveux longs. On m'y a relevé à coups de botte dans le dos parce qu'allongé sur le sol de la gare, je mimais l'ivrogne qui est des nôtres. J'étais étonné du peu de livres auxquels les jeunes de mon âge avaient accès. J'y ai acheté une version de Sticky Fingers dont la pochette, d'Andy Warhol et la chanson Sister Morphine, avaient disparu, victimes de la censure. Vous ne me prendrez pas en flagrant délit de défense de la dictature. Mais il y avait autre chose. Comme le proclamait la propagande, l'Espagne alors était différente. Ni une, ni grande, ni surtout libre, mais différente. Les amis espagnols que je me suis fait lors de mon séjour nous emmenaient parfois dans des discothèques, il faut bien que jeunesse se passe, mais plus souvent dans des bodegas. Nous avions rendez-vous à 11h du soir, nous faisions quelques kilomètres en auto jusqu'à un village. Nous descendions dans une cave qui sentait l'alcool, le tabac et la chaleur humaine. Nous nous asseyions sur des bancs ou des tabourets autour d'une vaste table de bois. Nos amis espagnols présentaient leurs accompagnateurs étrangers à l'assemblée qui nous souhaitaient la bienvenue, et la soirée commençait.
On y parlait fort, on y buvait de grands pichets de rosé, on y mangeait de la tortilla et du chorizo, et surtout, on y chantait. Ils savaient tous chanter. Santi, qui interprétait magnifiquement le flamenco, Andrés, Richard, une célébrité car il était le seul noir de Valladolid. Lorsqu'une mélodie s'élevait, accompagnée ou non à la guitare, le vacarme du lieu cessait, et toute l'assemblée écoutait, reprenait parfois en chœur les paroles du refrain. Nous rentrions vers 2 heures du matin et 4 heures plus tard, nos amis partaient au travail. Santi était plombier, Andrés travaillait chez Renault, Richard avait plus de chance. Il était médecin et pouvait donc se lever plus tard. Je n'ai pas rencontré Blanca dans une bodega, mais dans un club de jeunesse, comme il y en avait tant à l'époque. Les jeunes s'y réunissaient sous l'égide de l'église, le plus souvent, pour y faire des activités, y parler, y échanger des livres. Blanca est la première fille que j'ai tenue dans mes bras, la première qui m'a tenue dans ses bras, la première que j'ai vue nue, qui s'est déshabillée pour moi. Même si, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'ai une très mauvaise mémoire, je saurais rapporter encore aujourd'hui tout ce que nous avons fait ensemble, presque tout ce que nous nous sommes dit. Notre histoire fut banale et traumatisante pour moi. Elle commence dans une rue de sa ville, par une petite phrase qu'elle prononce d'une toute petite voix. « Me das la mano » ? Tu me donnes la main ? Elle se termine 2 ans plus tard à la gare d'Austerlitz, où c'est mon ami d'enfance, Michel, qui l'enlace et l'aide à porter ses bagages. Entre-temps, des lettres, des promesses, des trahisons, l'arsenal habituel des amours de jeunesse. Je n'ai pas fait mieux que les autres. J'ai même fait bien pire. Je n'ai pas su lui faire l'amour, et je reste persuadé qu'au fond, c'est ce qui l'a détaché de moi. Nous avons plusieurs fois couché ensemble, mais je n'ai jamais su m'y prendre. Il y a sans doute d'autres raisons à sa fuite. Elle recherchait peut-être une stabilité un peu bourgeoise que je n'étais pas prêt à lui apporter, mais cet élément a forcément pesé. Si l'amour ne se limite pas au cul, il serait vain de croire qu'il peut en faire l'économie. Je rejetterais volontiers la responsabilité de mon incompétence sur l'opuscule, j'emploie à dessein ce terme qui a une vague résonance cochonne, que j'ai trouvé un jour sous une pile de draps dans la chambre de mes parents et dont je parle dans mon récit de l'année 1964. Et je me demande si d'autres enfants de Cateau ont, comme moi, vécu ce traumatisme. Me faut-il parler de la gare d'Austerlitz ? Je n'étais pas convié au départ des Espagnols qui étaient venus passer des vacances à Paris puisque Blanca m'avait officiellement quitté pour Michel et que nous avions rompu après une nuit hystérique. Mais j'y suis venu, bien sûr, en voyeur. Une fois le train parti, j'ai rejoint Michel, Bruno et Hervé. Et je leur ai dit que j'avais dans ma poche le pistolet d'ordonnance de mon grand-père, chargé, et que je me demandais encore si je n'allais pas m'en servir pour descendre mon rival. J'ignore si Michel m'a cru et s'il a eu peur. Nous n'en avons jamais parlé, et d'ailleurs nous nous sommes peu vus après cet événement. Est-il besoin de dire que je n'ai jamais eu en ma possession le dit pistolet ? Je suis redevable à Blanca non seulement de mon plus violent chagrin d'amour, mais d'une réflexion sur le prénom de mes personnages romanesques qui me renvoie à la tradition lyrique. Depuis un certain nombre d'années, depuis en fait que j'ai décidé de transformer le petit récit de mon amour malheureux avec Blanca en un roman que j'ai qualifié de symphonique, parce qu'il est construit en 4 mouvements, développant une même thématique, que j'identifie à une cellule rythmique comparable à celle de la 5e de Beethoven, le personnage central de mes récits s'appelle Claire. J'ai appris, quand j'ai lu Le chansonnier de Pétrarque, que sa Laure s'appelait peut-être bien ainsi, qu'il l'avait peut-être même réellement croisée, mais que ce qui lui importait, c'était la signification de son prénom. Laure, c'est le laurier d'Apollon, dieu du soleil, de la poésie et de la beauté, maître des 9 muses, mais en italien, Laura, c'est aussi l'aura, c'est-à-dire la brise, le souffle de l'inspiration, nous révèle Jean-Yves Masson.
Plus récemment, j'ai découvert que la Béatrice de Dante, c'était la béatitude, c'est-à-dire la félicité céleste, et que son prénom avait été choisi pour ce qu'il signifiait. Béatrice est celle qui guide Dante sur le chemin du paradis. On pourrait également s'arrêter sur le cas de Novalis. Sa bien-aimée s'appelait réellement Sophie, mais en grec, Sophia, c'est la sagesse, et le poète lui-même a déclaré que son amour faisait de lui un philosophe, un amoureux de la sagesse, en même temps qu'un amoureux de Sophie. Je me suis donc moi-même, sans avoir connaissance encore de ses choix poétiques, longuement interrogé sur le nom à donner à mon héroïne. Blanca se traduirait en français par Blanche, qui évoque bien entendu la pureté. Je l'ai donc prénommée ainsi, mais c'était trop proche de l'original. Je suis donc passé à Marie, la pure d'entre les pures, l'Immaculée Conception. Mais je n'aime pas ce prénom. Alors de Marie, je suis passé à Claire, et je m'y suis tenu. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix. Avec le temps, je n'ai oublié ni le visage, ni la voix. Mais je suis heureux que Blanca ait choisi de ne pas vivre avec moi. Notre union aurait été un échec. Je me serais installé en Espagne. Je n'y aurais pas fait de musique, nous aurions divorcé très vite. Je verrais mes enfants une fin de semaine sur 2. Le cœur, quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, le cœur, ça bat encore, mais pour d'autres êtres, d'autres personnes. Avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ces gueules. Avec le temps, les souvenirs restent beaux, même les plus moches, et les sensations. Avec le temps, la seule chose que j'ai oubliée, c'est la douleur. Je l'ai tellement sublimée que j'en ai fait une espèce de pâte à gâteau savoureuse et malléable que je peux aromatiser avec tous les fruits du souvenir ou de l'imagination, comme il me plaît. Post-scriptum. Ce n'est pas un succès de l'année, et pourtant, je viens d'écouter ce disque que je n'avais pas posé sur ma platine depuis je ne sais combien d'années. Paco Ibáñez à l'Olympia. Et des bouffées de souvenirs et d'émotions m'ont pratiquement coupé la respiration. Je l'ai écouté pour la première fois chez une camarade d'Hippocagne qui avait invité quelques personnes chez elle après les cours pour boire un peu d'alcool et écouter un peu de musique. Quelque chose m'a retenu, sans doute en premier lieu le fait que j'étais amoureux de l'Espagne et surtout d'une espagnole. Comme le disque était édité en France et s'adressait à un public français, les textes, chantés en espagnol par Paco, étaient traduits sur la pochette intérieure, mais les poèmes originaux n'apparaissaient pas. Ma camarade et moi, nous sommes donc fixés pour défi de transcrire les textes espagnols. Je crois bien que nous avons tenu notre engagement. Plus tard, quand j'ai troqué Hippocagne pour la fac, j'y ai rencontré Claudine. Claudine était encore plus amoureuse de l'Espagne que moi. Elle me parlait volontiers de l'Andalousie, du flamenco, de ses amis espagnols, de son bonheur là-bas quand elle y allait, le plus souvent possible. J'ai beaucoup aimé Claudine. Avec son mari Michel et Pilar, nous formions un quatuor qui n'égalait pas peut-être celui d'Alexandrie, mais qui passait de merveilleux moments ensemble, à rire, à parler sérieusement, à se poser des questions philosophiques. Claudine avait de gros problèmes de santé. Elle n'avait droit ni à l'alcool, ni au bruit, et elle n'a donc jamais pu assister à un de mes concerts. C'était, me semble-t-il, ma seule amie à la fac d'espagnol, tout comme j'y étais son seul ami. Nous nous chantions des extraits du disque de Paco, nous connaissions par cœur ses blagues, « Pas casser l'Olympia, on n'est pas là pour casser l'Olympia », et les réactions du public.
Claudine est morte, très jeune, dans la douleur tant physique que morale, pour une raison sur laquelle je reviendrai lors de l'année 1994. Claudine est morte et bien sûr, ses angoisses et ses douleurs, je n'ai pas su les repérer, encore moins les soulager. Et parmi les réactions du public conquis, acquis, j'entendais tout au fond de la salle la voix un peu rauque de Claudine. Mais ce n'est pas encore tout. Ce disque est l'un des rares que nous aimions en commun avec mon père. Quand il est mort, je n'ai pas pleuré, ou à peine. Mais c'est quand on ne les attend pas que nous transpercent les poinçons de la souffrance. En écoutant la diction si particulière et si chaude de Paco, je n'arrivais guère à respirer. J'imaginais papa écoutant ce disque avec délectation, en cachette de maman qui n'appréciait pas son attirance pour l'Espagne, pourquoi pas reprenant quelques refrains à l'unisson de l'artiste. L'envie de partager avec vous ce post-scriptum m'est venue en particulier lorsque j'ai réentendu Paco annoncer las coplas por la muerte de su padre. Et son délicieux accent fait tellement partie du charme de ces quelques mots que c'est sa voix que je vous ferai entendre pour clore ce chapitre. Voici de Jorge Manrique, Jorge Coplas por la muerte de su padre, des couplets pour la mort de son père. Cette chanson, je crois que c'est quelque chose des plus belles choses qui ont été écrites dans la vie et dans le monde. C'est toute une philosophie sur la vie et la mort.